Et c'est l'heure, Philippe, de l'infomédia du jour avec un rapport en primeur. Bonjour Christophe Deloire. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de RSF, Reporters sans frontières. RSF publie aujourd'hui un nouveau rapport qui concerne la diffusion et la distribution de la presse dans le monde, car c'est une forme insidieuse de censure, dites-vous. Merci d'avoir choisi Culture Média pour en donner la primeur ce matin. En quoi est-il intéressant pour vous, pour RSF, de vous intéresser à la diffusion de la presse ? En fait, parce que c'est un des angles morts quand on parle d'atteinte à la liberté de la presse. À Reporters sans frontières, évidemment, on défend les journalistes partout dans le monde pour qu'ils puissent effectuer leur reportage librement, aller où les obligations de leur métier leur demandent d'aller, pouvoir rédiger leurs articles ou diffuser leurs sujets radio, télé librement. Mais on a peu conscience que ces atteintes à la liberté de la presse, elles peuvent se dérouler en aval, s'agissant de la presse écrite, c'est-à-dire au moment où les journaux sont distribués, sont vendus, sont imprimés. Et ce rapport, il est important parce que donc c'est un angle mort. Ça valait la peine d'enquêter. C'est une enquête assez faramineuse que nous avons réalisée puisqu'on a enquêté dans 90 pays et on s'est rendu compte que les atteintes à la liberté de la presse, à ce moment-là, elles sont nombreuses. Elles sont parfois, malheureusement, les censeurs ont toutes sortes d'idées. Parfois saugrenues, mais qui fonctionnent. Alors vous les avez quantifiées, ces censures. L'étude réalisée par vous, par Reporters sans frontières, dans plus de 90 pays, révèle que dans 68% des cas, les auteurs des entraves à la circulation des journaux sont les États. Et 41% des cas de censure se produisent au moment de la vente. Et le rapport donne des exemples très précis. Par exemple, raconter ce qui s'est passé à Madagascar. En septembre 2018, un magazine révèle en couverture que la première dame de Madagascar avait une liaison intime avec un conseiller de l'ex-président. Sauf que les lecteurs n'ont pas pu trouver cette information. Non, parce que tout simplement, les autorités ont fait acheter chez les marchands de journaux l'ensemble des exemplaires pour en priver les lecteurs. Et ça s'est passé dans un certain nombre de pays. L'exemple à Madagascar, c'est le plus saisissant. D'autres fois, les choses sont pires. C'est-à-dire, les journaux sont saisis chez les marchands, sont brûlés. Ça, c'est arrivé par exemple en 2017 en Guinée équatoriale, ce petit pays dans l'ouest de l'Afrique, où parfois, et là c'est des exemples tout à fait pires, je pense au Mexique. Au Mexique, il y a une tradition qui est celle des crieurs de journaux, c'est-à-dire des vendeurs de journaux, mais qui en même temps crient les informations pour le public. Il y a une forme d'avis à la population, comme le crieur de François dans les films de Godard. Et il est arrivé au Mexique qu'un crieur de journaux qui racontait l'arrestation de voleurs de motos soit tout simplement assassiné par quelqu'un qui cette information avait déplu. Donc parfois on peut trouver que ces atteintes ont des tours un peu originaux, mais c'est souvent assez terrible en fait. Ça se produit également dans des pays de l'UE, de l'Union Européenne. En Pologne, vous dites il y a les devantures des journaux, les kiosques, parce qu'on voit ce qui donne envie aux gens d'acheter, qui sont choisis par une société d'État. Oui, parce qu'en fait, il y a une chose dans la distribution de journaux qu'on ne voit pas. Par exemple, en France, il y a une régulation des garanties sur la distribution des journaux, et c'est le cas dans un certain nombre de pays, mais c'est des règles qui sont invisibles, mais qui permettent d'assurer le pluralisme. En Pologne, il y a une société d'État qui gère 480 points de vente dans les stations-service, et qui a édicté une règle qui, au fond, revient à donner la primeur, c'est-à-dire à mettre en avant simplement les journaux qui vont dans le sens du parti au pouvoir, ce qui est une atteinte extrêmement grave au pluralisme. Donc c'est un pays, la Pologne, dans lequel il y a des lois qui ont été adoptées et qui sont très attentatoires à la liberté de la presse. L'audiovisuel public est devenu de l'audiovisuel d'État qui porte vraiment la parole du parti unique, mais il y a ces manières plus insidieuses, telles que celle-là, qui consiste simplement, c'est ce qu'on appelle la chalandise, comment on met simplement face au public les journaux pour qu'ils soient plus tentés d'en acheter certains que d'autres, et là, qu'ils soient plus tentés d'acheter la presse gouvernementale. Alors vous racontez aussi qu'il n'y a pas de presse indépendante dans les aéroports serbes, en même temps on ne va pas souvent dans les aéroports, mais il y a tellement de choses, tellement de formes de censure que vous dénoncez, des barrages militaires au Nigeria. Donc là, des barrages militaires. Alors là, c'est au moment non plus de la vente, mais de la distribution des journaux. Ouais. Et ça, il y a beaucoup de pays, que ce soit au Pakistan, au Nigeria, dans lequel tout simplement, parfois des forces militaires arrêtent les camions et font en sorte que les marchands de journaux ne puissent pas être livrés. Vous dites même qu'au Cachemire, il est risqué de conduire un camion rempli de journaux. Moi, je pensais que c'était la TNT qui était dangereux. Non, même avoir des journaux dans son coffre, dans son chargement, ça peut être dangereux au Cachemire. Le Cachemire indien, qui est cette saison qui a été, cette région qui a été mise sous cloche récemment par le pouvoir indien, avec un Internet bloqué, et aussi un endroit
et on le découvre dans ce rapport, où les camions, effectivement, sont interceptés et où tous ceux qui transportent les journaux, finalement, prennent des risques pour pouvoir informer la population. Des risques de quel ordre ? Des risques qui sont des risques d'arrestation, tout simplement, et puis surtout d'interception de leur contenu. Et quand le contenu d'un camion est intercepté, c'est aussi une perte économique. Donc c'est aussi un risque pour la survie d'un journal. Bref, il y a des réactions en chaîne. Et puis il y a une manière aussi beaucoup plus insidieuse. On peut dire non, ici vous êtes totalement libre, vous faites ce que vous voulez. Par exemple au Kosovo, sauf que là c'est les taxes contre les journaux qui agissent comme une censure. Alors vous parliez des aéroports serbes tout à l'heure. Au Kosovo, c'est le pays d'à côté, qui est né d'une séparation avec la Serbie. Là, l'augmentation d'une taxe de 100% sur les produits serbes, et sur lequel il n'y a pas eu d'exception pour les journaux, a fait que toute la presse de langue serbe au Kosovo n'a plus été distribuée, et donc c'est le droit à l'information de toute une minorité qui a été gravement atteint. Parfois, on va se rapprocher de la France, on va en parler dans la deuxième partie, mais il y a également des journaux qui ne peuvent pas franchir les frontières. Par exemple, un hebdo qu'on connaît bien ici, Jeune Afrique, très bon hebdo d'information, quasiment impossible à trouver en Algérie. Le pouvoir algérien, qui est pourtant un pays d'Afrique et un pays jeune. Oui, mais qui ne supporte pas du tout. Dont le pouvoir n'a jamais supporté la critique, et donc. Jeune Afrique est assez souvent interdit dans un certain nombre de pays, mais c'est aussi le cas d'un journal dans un genre totalement différent, qui est Charlie Hebdo. Ouais. Charlie Hebdo, qui depuis 2015, au fond, n'est pas distribué dans les pays de la zone. Du Maghreb, depuis les caricatures. Depuis les caricatures. Officiellement, dans un certain nombre de pays comme la Tunisie, il n'y a pas d'empêchement, il n'y aurait pas de lecteurs. En tout cas, le journal n'est pas distribué. Et puis il y a le canard enchaîné, dont on sait, il le raconte souvent la semaine suivante, quand un article met en cause certains dirigeants dans un certain pays, notamment au Maroc, ou en Tunisie, ou en Algérie, on ne trouve plus le journal. Ça arrive à un certain nombre de journaux français, évidemment. Ouais. Ça arrive d'une autre manière, au New York Times, après la publication, il y a de nombreuses années, d'un article sur la corruption de la famille du Premier ministre chinois, et qui depuis est banni de Chine. Depuis. Ça n'a pas bougé. Mais enfin, en Chine, c'était pas vraiment une surprise. Que les droits de la presse soient pas totalement respectés, c'est pas une découverte. Qu'ils ne le soient pas, évidemment, mais qu'un journal aussi important que le New York Times soit interdit dans ce pays, ça ne doit pas devenir une banalité. Et en France, comment ça se passe ? Christophe Deloire avec nous, juste après ça. La liberté de la presse est à l'honneur dans l'infomédia du jour avec ce rapport de Reporters sans frontières qui a enquêté dans plus de 90 pays sur la diffusion et la distribution de la presse où les entraves à la circulation des journaux sont nombreuses. On continue à en parler dans l'infomédia du jour avec le secrétaire général de Reporters sans frontières, Christophe Deloire. C'est dans un instant sur Europe 1. Merci encore Christophe Deloire d'avoir réservé à Culture Média la primeur de ce rapport. Vous racontez des imprimeries bloquées au Soudan, en Égypte, c'est-à-dire que les journaux sortent, plutôt des rotatives, mais ensuite ne sortent pas de l'imprimerie. Non, tout simplement parce qu'en Égypte, par exemple, il y a des chantages qui peuvent être effectués à l'impression, au moment de l'impression. C'est-à-dire, si vous maintenez tel article, votre journal ne sera pas imprimé. Il y a eu des cas totalement stupéfiants dans d'autres pays, au Gabon, où au moment de l'impression, de faux infographistes sont venus et ont modifié totalement le contenu du journal, et donc ce qui a été imprimé n'était pas du tout ce que les journalistes avaient rédigé. Ouais, c'est une ode. Il y a une équipe qui a piraté le journal. C'est un piratage, voilà, c'est vraiment une histoire d'espionnage à l'imprimerie. Et puis il y a des pays dans lesquels il y a des organisations de pénurie de papier. Le meilleur moyen qu'un journal ne soit pas imprimé, au fond, c'est qu'il n'ait pas de papier. Et c'est le cas par exemple au Venezuela, où c'est littéralement organisé, et où en 6 ans, 67 journaux indépendants ont dû fermer, faute de pouvoir imprimer. Alors ça se passe pas seulement au Soudan, en Égypte ou au Venezuela, ça se passe également dans les grands pays comme la France. Vous consacrez une page à ce sujet. En France, des imprimeries bloquées par des grévistes et des manifestants. Racontez. C'est malheureusement une forme de tradition. Enfin, en tout cas, c'est arrivé de manière récurrente que des manifestants, des grévistes empêchent les journaux d'être imprimés, parfois au nom de revendications sur la liberté de la presse, mais néanmoins, c'est une atteinte très claire à la liberté de la presse. Et puis, ces derniers mois, on a vu, notamment sur les Champs-Élysées, ces kiosques, ces 7 kiosques à journaux attaqués, 5 complètement détruits, plus encore ont été partiellement détruits. Ceux qui s'en sont pris à la presse pour des raisons diverses, pour des prétextes divers, se rendent pas compte à quel point le pluralisme dont on jouit dans nos kiosques est une chance. Si on va à Pékin, il y a des kiosques aussi, mais dans ces kiosques, il y a de la presse, j'allais dire de distraction, de loisirs,
Et il n'y a aucune presse à caractère politique libre. Nous, il y a un grand pluralisme chez nous, donc c'est quelque chose à vraiment protéger. Puisque vous faites référence aux Gilets jaunes, ça va même au-delà des 7 kiosques des Champs-Élysées, puisque fin décembre, les Gilets jaunes avaient bloqué une imprimerie de journaux accusée de, je cite, collaborer avec le gouvernement. Ils avaient bloqué les camions à la sortie d'une imprimerie de Ouest France qui a bloqué 180 000 journaux du groupe. Et le 10 janvier, une cinquantaine de Gilets jaunes, dont certains encagoulés, avaient bloqué des camions de Lyon Républicaine, du Journal du Centre et de la République du Centre à Auxerre. Et le temps nous manque pour parler également, ici, il y a un monopole syndicaliste de fait avec le syndicat du livre qui peut bloquer à tout moment tous les journaux quotidiens. Notamment, je me souviens, ils avaient reproché aux journaux de ne pas diffuser, vous le dénoncez, une tribune de Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT. Tous les journaux avaient été bloqués, à l'exception notable de l'UMA. Autre actu. Au sommet du G7 de Biarritz, les chefs d'État et de gouvernement ont discuté du partenariat sur l'information et la démocratie. Vous y étiez, c'est vous, RSF, qui avez lancé cette initiative. Et si je suis bien informé, vous partez pour New York juste après cette émission, ou pas loin, pour faire quoi ? Simplement parce que va avoir lieu à l'ouverture de l'Assemblée Générale des Nations Unies la signature par environ 20 États de ce partenariat sur l'information et la démocratie qui est né d'une initiative de Reporters sans frontières qui a été lancée il y a un an, le 11 septembre l'an dernier exactement, où on a... avec une commission de Nobel, de journalistes en proie à des régimes autoritaires, édicté une déclaration qui, au fond, revient à une nouvelle question de distribution, mais cette fois-ci, la distribution par les algorithmes. La distribution sur Internet. Parce qu'au fond, on ne s'en rend pas compte, mais les plateformes numériques, aujourd'hui, ont tout pouvoir sur la distribution de l'information sur Internet. Mais quel intérêt aurait-elle à censurer ? Alors, il y a la question de la censure, mais c'est elle qui décide... qu'est-ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, la hiérarchie. Qu'est-ce qui est mis en avant. Ouais. Et c'est une responsabilité énorme sur laquelle il n'y a pas de garantie démocratique. Il y en a en France sur la distribution de la presse écrite. Il y a une loi qui date de la Libération, qui est inconnue du grand public, mais qui permet d'apporter des garanties sur le pluralisme. Il n'y en a aucune sur Internet. Et donc, il faut pour ça créer une forme de cadre juridique pour imposer ces garanties aux plateformes. C'est le sens de ce partenariat sur l'information et la démocratie qui va nous permettre après de créer l'équivalent de ce qu'est le GIEC pour le climat, mais qui permettra au gouvernement, aux plateformes, de prendre des décisions qui sont des décisions pertinentes, à un moment où on voit bien, nos parlements sont saisis d'une forme de vertige par rapport à ce qui se passe, et adoptent parfois des lois qui donnent des responsabilités sans vraiment savoir sur quelle base. Je vais donner les pays qui ont signé avec vous: Burkina Faso, Canada, Costa Rica, Danemark, France, Lettonie, Liban, Lituanie, Norvège, Sénégal, Suisse, Tunisie. C'est œcuménique, on voyage. Oui, alors ça, c'est ceux qui avaient soutenu, et la plupart vont signer, ceux qui avaient soutenu il y a un an, en novembre dernier. Le dernier État à nous avoir annoncé qu'il soutiendrait, c'est la Corée du Sud. Je suis allé voir le président Moon de Corée du Sud la semaine dernière pour essayer d'obtenir... Racontez, vous étiez en tête-à-tête avec le président coréen du Sud. Oui, parce que la Corée du Sud, c'est un pays important en Asie, et d'ailleurs ce sera le premier pays d'Asie de l'Est à avoir soutenu cette initiative. C'est un pays dans lequel les plateformes, alors pour le coup, ne sont pas les mêmes que chez nous, c'est des plateformes coréennes, mais c'est un pays féru de nouvelles technologies, et il était très important pour nous d'obtenir qu'il signe ce texte, pour qu'ensuite on puisse mettre en œuvre de manière très concrète, parce qu'à la fin c'est très concret, des formes de garantie démocratique dans cet espace qui aujourd'hui est un chaos informationnel, une jungle, et dans la jungle, comme chacun sait, ce sont les prédateurs qui l'emportent à la fin. RSF, Reporters sans frontières, est évidemment célèbre pour son classement mondial de la liberté de la presse. Quand va sortir l'édition 2020 ? En avril prochain. En avril prochain. Pour l'édition 2019, sachez que la France n'était que le 32e pays. Comment ça s'explique ? C'est un chiffre qui étonne tout le temps. On a toujours l'impression d'être une grande démocratie, que la liberté de parole et de presse est totalement respectée ici, qu'il y a des lois pour ça. Comment n'est-on que 32e ici en France ? Non mais alors, 32e, ça classe quand même le pays dans les démocraties. Il y a d'autres démocraties derrière. Devant nous. C'est sur 180 pays. Et les pays d'Europe du Nord sont des pays dans lesquels il y a moins de conflits d'intérêts qu'en France. Le cadre légal est plus satisfaisant. La protection des sources qui est mieux assurée. Et puis, il y a un climat, il faut bien le dire, en France aujourd'hui, face à l'encontre des journalistes, qui est absolument terrible. On l'a vu lors des manifestations, où les journalistes ont été pris en étau entre des manifestants, dont certains les plus radicaux, ça va de soi, pas tous, loin de là, aller jusqu'à vouloir lyncher des journalistes, et avec un niveau de violence policière qui était vraiment alarmant et contre lequel nous avons également protesté. Et puis il y a également des dirigeants politiques qui ont fait des déclarations contre les journalistes. Je me souviens de Jean-Luc Mélenchon, mais pas que lui. Il disait que la colère contre les journalistes était saine ou légitime, je me souviens plus de l'expression exacte. Il avait parlé de la
haine contre les journalistes. Haine des journalistes, mais il n'est pas le seul. On a entendu ça à droite comme à gauche, des gens qui ferraillent contre les journalistes alors qu'ils ont des responsabilités politiques. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que cela vous inquiète? C'est évidemment inquiétant parce qu'on est dans un moment où chacun, et notamment chaque pouvoir, peut faire sa propre communication parce qu'il a un accès direct à son public à travers les réseaux sociaux, à travers Internet. Et donc tout ce qui représente une notion de filtre, finalement, est vilipendé. Alors ces filtres, parfois, ils ont peut-être des défauts, mais ils ont aussi d'immenses qualités. Et le journalisme a cette qualité, fondée sur des droits et des devoirs des journalistes, et pas simplement des droits. Il y a des obligations déontologiques de vérification, mais d'apporter des éléments de véracité dans le débat public qui sont quand même essentiels. Merci beaucoup Christophe Deloire, secrétaire général de RSF. Merci d'avoir donné la primeur du nouveau rapport de RSF ce matin à l'émission Culture Média. Le titre de ce rapport, pour qu'on le retrouve sur Google très facilement. Ces journaux qui n'arrivent jamais.